Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là avec nous ce soir pour cette nuit de la lecture un peu singulière. Je crois qu'on ne se serait jamais autorisé à aborder l'œuvre de Giono et encore moins l'astronomie qui relève à mon sens de deux domaines personnellement qui me fascinent, qui sont absolument vertigineux et voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé à l'occasion de la parution de ce texte une magnifique occasion. Je trouvais que la rencontre de Giono et de l'astronomie au sein du catalogue du chemin de fer était une très belle occasion d'aborder tout ça, les éditions du chemin de fer, Giono et l'astronomie. Je pense qu'on peut avoir, en tout cas c'est mon cas, à l'égard de Jean Giono, une forme de pudeur, quelque chose qui serait de l'ordre d'un respect mêlé d'une admiration. En tout cas, c'est une langue que j'aime entendre, que j'aime écouter, que je trouve belle et dans laquelle, pour moi, tout est chantant, poétique et vraiment très juste. Voilà, d'où notre désir ce soir de parler de ce livre, de le faire entendre, et d'ajouter à l'expérience de cette lecture une expérience sensorielle, sensuelle, qui est celle de l'observation. Voilà, donc vous l'avez compris, il sera ce soir beaucoup question de cet ouvrage-là, publié en fin d'année dernière aux éditions du chemin de fer. Alors, je vous présente donc Renaud Buener et François Grosso, tous deux éditeurs, fondateurs des éditions du chemin de fer. Et c'est un catalogue que peut-être, même si je le trouve aussi fascinant et vertigineux, que j'aurai plus de facilité à aborder parce que je le connais depuis mes premiers pas de libraire et que je l'aime vraiment beaucoup, ce catalogue. Donc je suis très contente, je vous remercie tous les deux vraiment d'avoir accepté cette invitation. Merci de l'invitation. Et d'être venus jusqu'à nous. Je sais combien c'était... ça a supposé pour eux deux un périple, c'est pas simple de venir à Forcalquier, mais j'espère que ce sera un bon moment pour vous. Je fais une petite parenthèse à cette introduction, évidemment pour remercier Raphaël, qui est là, Raphaël Franz-Kuhlmann, comédien, qui lira donc ce texte de Giono à la suite de la rencontre. Et aussi le Centre Astro, qui est représenté ce soir donc par Claude, qui est là, président du Centre Astro de Saint-Michel l'Observatoire, Romuald, animateur, qui nous accompagne aussi pour cette soirée, qui a préparé une projection qui accompagnera la lecture de Raphaël et qui sera en fin de soirée donc accompagné de Damien qui nous rejoindra vers 21h. Pour un temps d'observation depuis le cloître, juste à côté. Pour moi, ça a été vraiment... Je suis un peu longue sur cette intro, mais après, je vous promets, j'arrête. Mais voilà, je tiens quand même à dire à quel point ça a été un plaisir, du début de ce projet jusqu'à maintenant, de faire cette invitation et que vous l'acceptiez, de proposer ce partenariat au Centre Astro et que les idées arrivent et que tout se fasse naturellement et facilement et de la même manière avec Raphaël. Je vais laisser peut-être Claude, si vous voulez dire un mot dans cette introduction aussi. Juste pour vous dire que nous sommes très honorés d'être associés à cette soirée de la lecture parce que nous sommes un centre qui travaille sur l'astrophysique, donc a priori scientifique, mais nous nous interdisons évidemment pas d'avoir des réflexions d'ordre philosophique, puisque parmi nos grandes soirées de l'été, les grandes conférences, il y a toujours une conférence, surtout depuis que je suis présidente, parce que moi je ne suis pas scientifique, donc qui est plus sociétale, plus philosophique, et qui pose des grandes questions, notamment qu'a posé Hubert Reeves, puisqu'il a été le parrain de notre centre, qui existe quand même depuis 20 ans. D'où sommes-nous, qui sommes-nous, d'où venons-nous, donc les grandes problématiques de l'univers. Et le texte de Jean Giono, que j'ai lu aussi, il est particulièrement
intéressant parce qu'il est complètement visionnaire, puisqu'il a été créé en 1938, donc avant que le grand télescope Hubble ait découvert tout l'univers tel qu'on le connaît maintenant, y compris en montant jusqu'au Big Bang, et même avant, si maintenant, parce qu'on se dit qu'il y a même un avant, mais cette façon de parler en reculant, comme s'il se détachait de la Terre alors qu'il n'y avait pas de satellite, donc ce n'est que de l'imagination, et c'est assez phénoménal de voir comment il peut décrire la Terre, décrire un fleur rouge, décrire les continents, comme s'il était sur un satellite au-dessus de la Terre, alors que non, il n'a jamais décollé de la Terre, que personne à cette époque n'avait encore décollé de la Terre. Donc c'est vrai que ça fait penser un peu à Tintin avec son voyage sur la Lune, ça fait un peu penser à Jules Verne, ça fait penser à tous ces écrivains complètement visionnaires qui quand même ont imaginé des choses qui existent maintenant, dont on a démontré qu'elles existent. Voilà, donc c'est quand même... Voilà, donc on savait que Giono avait déjà écrit Le Serpent d'étoiles. Évidemment, ce texte-là, on ne le connaissait pas, mais je l'ai trouvé passionnant. Voilà, donc je vous invite, j'en profite quand même pour faire un tout petit peu de publicité au Centre d'astronomie si vous n'êtes pas encore venu, puisque c'est juste à côté. Nous avons ouvert, vous savez, depuis le mois d'avril, un grand planétarium, qui est le plus grand planétarium de la région sud, 10 mètres de diamètre, 60 places, donc un grand dôme à 360 degrés, où là, pour de bon, vous décollez de la Terre et vous entrez dans l'espace, vous allez sur Mars, vous découvrez l'univers. C'est vraiment une expérience fabuleuse, donc je vous y invite évidemment quand vous voulez. Les séances reprennent du 3 là, février. Voilà. Après les vacances de février, il y a on quelques réouvre. plaquettes avec Voilà, donc il y a le programme, et vraiment je vous invite à venir faire une petite séance de planétarium parce que c'est que du bonheur. Et puis l'été, les séances de planétarium sont complétées parce qu'il va faire mal ce soir, mais ce soir il fait un peu froid. L'été c'est plus agréable parce que l'été on peut se coucher dans l'herbe et regarder les étoiles et rester jusqu'à 2h du matin, il fait un peu froid. Mais si regarder le ciel en direct, on est quand même à Fort-Calquier, Saint-Michel, le ciel le plus pur d'Europe. C'est quand même une réputation qu'on a depuis quelques années. C'est pas pour rien que le CNRS était implanté à Saint-Michel Observatoire en 1936, et pas hier. Et donc il faut profiter de cette immense chance qu'on a d'avoir ce ciel le plus pur d'Europe. Voilà, on se fait un petit peu de publicité. Voilà, donc après, moi je vais laisser la main aux animateurs qui sont beaucoup plus doués que moi pour décrire l'espace et les histoires. Merci. 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 Je ne sais pas pourquoi ils ont mis la nuit de la lecture en janvier. C'est la question qu'il faut... On serait tellement bien en juin. Il faut dire qu'on a pris quelques libertés parce qu'en fait c'est un programme national, la nuit de la lecture, et cette année c'est le thème de la peur. Le thème de la peur. Donc nous on s'est dit bon non, on ne va pas faire le thème de la peur, on va plutôt parler de ce livre. Ça juste la peur d'avoir froid. Voilà. Du grand vertige. Je vous cite juste le titre parce que Aurélie dans toute à son émotion ne l'a pas cité, mais ça nous arrive à tous. Traversée sensuelle de l'astronomie, déjà rien que le titre il est magnifique. Et Giono et la sensualité, c'est quand même pas rien. Mais avant de parler de ce livre, on va quand même faire un petit détour par l'histoire de la maison d'édition, si vous êtes d'accord. Allons-y. Et notamment par le projet de départ qui est quand même assez original et qui consiste principalement à mener à donner à voir et à lire des projets qui mêlent une narration écrite et un travail artistique qui n'est surtout pas de l'illustration. Peut-être on reviendra sur ce mot tabou. Et pour introduire cette question, pour que vous puissiez nous développer un peu votre projet, je cite juste une phrase qui est sur votre site en fait. Alors, je ne vais pas la citer entièrement parce qu'elle est un peu longue, mais la fin, c'est « Un objet éditorial unique, réinventant à chaque nouveau projet les rapports infiniment riches et complexes que l'image, bien au-delà de l'illustration ou de l'édification du lecteur, entretient avec le texte. » Donc, si vous pouvez broder un peu là-dessus. Je ne sais pas qui a écrit cette Donc, phrase. c'est une maison d'édition qui est quand même relativement jeune, puisqu'elle est née en 2005. Oui, Hein, en 2005. et que vous aviez des profils particuliers. Toi, tu venais de l'édition et toi, tu étais plutôt du milieu Du côté artistique. artistique, Voilà. oui, exactement. Et donc, qu'est-ce qui vous a pris À la base, c'est vraiment l'envie de créer quelque chose ensemble qui a fait que on s'est dit que, puisque je venais plutôt de la littérature, de l'édition, Renaud plutôt
du milieu artistique, faisons des livres de fiction illustrés, même si on reviendra sûrement là-dessus. C'est-à-dire, en fait, la question de départ, c'était... il y a eu beaucoup de livres illustrés au 19e siècle. Moi, je connaissais les Jules Verne illustrés, les Victor Hugo illustrés, la fiction, et ça a disparu assez vite au profit de la poésie d'un côté, de la bande dessinée de l'autre, évidemment. Et qu'est-ce que ça pouvait être de proposer à des artistes aujourd'hui de leur demander de mettre des images sur un texte de fiction, c'est-à-dire sur essentiellement au départ, même si maintenant ça a beaucoup évolué et qu'on publie quand même des textes on publie pas mal de romans, au départ c'était plutôt de la nouvelle, du texte court, et c'était comment un artiste peut justement s'emparer d'un texte sans faire de l'illustration. C'était ça la question toute bête de départ, en essayant de faire un livre qui était assez soigné, donc avec ce rabat un peu précieux, des images à l'intérieur évidemment, enfin même au début le format était un peu différent, mais gardant un côté livre de poche. On ne voulait pas du tout faire de la bibliophilie, on voulait que ce soit des livres accessibles financièrement et qui gardent ce côté d'objet de lecture mais courant. C'est-à-dire on ne voulait pas des livres qu'on enfermait dans une bibliothèque et qu'on n'ouvrait pas. Oui, parce qu'il y a une grande tradition dans le livre illustré, parce qu'on n'a pas du tout inventé le livre illustré, mais le livre de poésie illustrée avec tous les grands éditeurs, Skira, je ne sais pas, etc., qui sont toujours des livres de bibliophilie avec des artistes qui travaillent de manière assez subjective, on va dire, sur de la poésie. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, mais là on est vraiment sur un public de connaisseurs, sur un public de collectionneurs et sur quelque chose d'assez réservé aux galeries. Et nous, on voulait faire quelque chose qui était du domaine courant, du domaine du livre de poche, comme il l'a dit. Voilà, et par rapport à ce qui est écrit dans ce texte, je ne sais pas si c'est venu. Si, c'est bon. Le mot d'édification, c'est juste que pendant très longtemps, l'image a servi plutôt à aider à la lecture, parce qu'il y avait des personnes qui ne lisaient pas bien, ou si on remonte au début de l'imprimerie, qui ne lisaient pas du tout. Donc l'image, c'était ce qui permettait à la religion en général de transmettre tout simplement le message. Et donc évidemment, on n'est plus du tout là-dedans. On est vraiment sur un point de vue artistique et demander à des artistes de... Oui, mais ce qui reste toujours un travers du livre illustré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lecteurs, et c'est toujours ce à quoi on se heurte et ce sur quoi on réfléchit tout le temps. Il y a beaucoup de lecteurs qui, devant un livre avec une image, vont forcément chercher dans l'image une explication ou une clé à la lecture du texte, ou alors une solution, ou quoi, et c'est justement à chaque fois, c'est pour ça qu'on dit qu'on essaie de ratisser les différentes possibilités qui peuvent exister de lecture et d'interconnexion entre une image et un texte, parce que justement on essaie de trouver le moyen que ce soit autre chose, que ce soit quelque chose d'assez indépendant et qui ne vienne ni illustrer, ni renforcer, mais en fait qu'accompagner finalement une sensation de lecture, et qu'à chaque fois il n'y a pas deux solutions qui sont proposées par les artistes qui sont les mêmes, quoi. À chaque fois c'est quelque chose de infiniment différent, la façon dont l'image peut jouer avec le texte. Et voilà, et ça c'était un peu au début du chemin de fer, parce que maintenant on fait beaucoup moins d'images quand même. Et donc ce qu'on n'a pas dit quand même sur l'image, qui est très important sur le début de notre catalogue, c'est-à-dire sur les quelques 10 premières années, c'est qu'on s'était justement cantonné dans une forme littéraire qui était la forme de la nouvelle, du texte court, justement pour pouvoir, parce que François, là, il est un grand connaisseur de nouvelles, il a beaucoup travaillé en tant que littérateur sur la nouvelle et la forme courte, parce que dans son esprit et dans la nouvelle que nous on aimait, c'était plutôt une nouvelle qui n'était pas une nouvelle poétique, mais qui laissait une grande place à l'imagination, c'est-à-dire que c'est une forme, c'est pas le roman, c'est une forme courte avec une ouverture sur la narration qui permettait justement d'intégrer
quelque chose qui était un autre imaginaire qui pouvait venir s'y coller, alors que souvent dans un roman, et en particulier dans un roman à clé ou dans un roman français de traduction française, où tout est expliqué, tout est donné, il est beaucoup plus difficile d'y adjoindre des images, à moins que ce soit des images justement très narratives, comme dans une édition de Jules Verne, d'Alexandre Dumas. Mais voilà, donc mais François parle mieux de la nouvelle. Non, mais tu as tout dit, c'est-à-dire que la nouvelle est beaucoup plus proche de la poésie, il y a des romans aussi, mais dans le sens où il y a beaucoup d'ellipses, et les ellipses, c'est évidemment là où l'artiste peut s'immiscer sans... parce que on ne va pas parler toute la soirée d'illustration, mais tout le problème de l'illustration, c'est à quel moment sur un texte de fiction, moi j'ai pas envie qu'un dessin me montre le visage du personnage que je me fais dans ma tête, ça n'a aucun intérêt. Et c'est ça l'écueil qu'on voulait absolument éviter, c'est comment en fait mettre des images sans qu'elles répètent le texte ou donnent une vision du texte qui va tuer mon imaginaire de lecteur. Donc la nouvelle permettait de s'immiscer dans tout ce qui n'est pas dit, puisque les grands auteurs de nouvelles disent toujours que la nouvelle c'est quelque chose où on enlève en fait, on écrit un texte et ensuite on enlève tout ce qui est superflu, et donc ça permet beaucoup plus de place, et c'est aussi pour ça que ça peut mettre mal à l'aise les lecteurs, c'est que en tant que lecteur on doit être très actif, en tant que lecteur de nouvelles beaucoup plus, enfin si vous lisez la plupart des romans, en tout cas d'un polar, on vous donne tout logiquement à la fin, ou alors vraiment ça va pas. Mais voilà, je vais pas parler. Si on vous comprend bien, ça part quand même toujours du texte. C'est pas un artiste au départ, c'est d'abord un texte. Oui, toujours. Alors ça, c'est un principe sur cette collection-là. On a toujours eu ça, c'est-à-dire que comme on parle vraiment d'imaginaire et de façon dont on peut le projeter, on lit un texte, on a un texte qu'on va rééditer ou un texte qu'on nous a envoyé. À chaque fois, on essaie d'imaginer, en fait, c'est plutôt moi, ça c'est ma prérogative à moi, un artiste que je connais, parce que j'essaie d'en voir, dont je connais le travail et dont je me dis non pas il va illustrer ce texte à merveille, mais certaines questions que moi j'imagine dans le texte, certaines problématiques, donc des thématiques. C'est pour ça aussi qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont plutôt dans une thématique, dans une figuration. Non, on a aussi des choses. Voilà, mais bon, que ça va pouvoir nourrir une partie de son travail pour qu'il ne fasse pas un travail de commande, mais qu'il continue le travail qu'il avait, qui est son propre travail de dessinateur, que ça va résonner avec ses thématiques à lui forcément, parce que tout le monde, les artistes qui sont en l'occurrence pas des illustrateurs avec qui on travaille, ont tout chacun de manière intuitive, pour moi dans la lecture de leur travail, mais pour eux objective en général, voilà, par exemple, j'en prends un au hasard. Spirale de Anne Philippe. Après, c'est des idées toutes simples. Spirale de Anne Philippe et Anne Colomès. Anne et Anne. Je connaissais le travail. C'est parce qu'elles s'appelaient toutes les deux Anne. Je sais. Des fois, c'est un choix comme ça. Pour moi, Anne Colomès, c'est quelqu'un qui travaillait sur le silence, en fait, sur le non-dit et sur le silence. Et je trouvais qu'il y avait une sorte de choses comme ça mais c'est juste ça, en fait. Je ne peux pas dire plus que ça. Donc, par rapport au texte de Anne Philippe qui était sur le deuil. Et sur le deuil et la rémission, comment on appelle ça ? La fin du travail de deuil. La fin du travail de deuil, j'ai eu une sensation qu'elle allait pouvoir me mettre des images sans que ça soit, parce qu'en plus c'était vraiment très c'est Gérard Philippe, c'est illustré ce texte-là, et il me semblait que ça pouvait être... Et voilà, et c'est une petite respiration qu'elle a mis dans tout le texte comme ça, ces petites sortes de nuages qui sont un peu comme des sourires, permettent d'aérer justement le propos et vont vachement, mais c'est juste sur les... Voilà. Alors, très beau texte d'Anne Philippe, pour ceux qui n'ont jamais lu Anne Philippe, c'est vraiment une autrice que je trouve absolument merveilleuse. Alors on ne va pas passer en revue tout le catalogue, Non. On n'est pas là pour ça. Mais peut-être si vous avez envie de nous parler de la plus belle rencontre qu'il y ait pu avoir entre un auteur et un texte et un artiste. Comme ça, ce qui vous vient, et s'il vous vient rien, on passe à la question suivante, c'est pas grave. C'est toujours de questions. Alors là... Est-ce qu'ils vont avoir le même choix ? Alors... On passe à la question suivante, on réfléchit réfléchit à celle-là. Pour revenir, parce que c'est sûr qu'on a demain des super pertinentes réponses. Surtout moi. Alors là, quand ça tourne 2 heures dans la tête, ça va tout de suite. Il
n'y a rien. Ouais, non, c'était trop dur. Je Ouais, retire la c'était- question. Non, ne la retire pas, Je on va- retire la On question. va essayer de répondre aux Gardez-le en autres tête. questions tout en réfléchissant à En cette plus, moi, question. je déteste quand on me demande Non, mais le c'est- Un plus truc ou la très précis. plus, parce qu'il y en a C'est toujours comme- plusieurs. Voilà, en un fait. peu comme si tu Ouais, demandes ouais. lequel de tes enfants tu préfères. Ouais, non, non. Oups, non, surtout Non, pas. les C'est textes, vrai que c'est cruel. ouais. Les textes, on a des idées sur. Moi, je sais que c'est les textes que je préfère, mais c'est souvent justement les premiers Mais textes sur la dont on parlait, rencontre, ouais. parce qu'il y a des rencontres, parce que les gens sont vivants, même s'il y a des textes d'auteurs morts qu'on a republiés que je trouve absolument fantastiques, mais c'est jamais le même rapport Ouais. que quelque chose qu'on a. Donc je sais lesquels je cite, parce que c'est ceux dont j'ai reçu un manuscrit, et puis j'ai commencé à lire les premières pages et j'étais tout excité, en me disant c'est bien, ça va être bien quoi. Mais le rapport après avec l'image, chez les déceptions, là de but en blanc. C'est pas la Parce question. Mais C'est c'était pas la ça, question, mais je sais non, que c'était le comme on donne une contraire. carte blanche aussi, des fois il y en a qui sont un peu moins. Mais Ok. voilà, ça viendra. Non, moi, en fait, je ne sais pas si c'est exactement la question, mais celui qui, pour moi, malgré tout, est le plus... ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'invention du désir de Carol Zalberg, Ah oui. mais parce que c'est un rapport très compliqué, en fait. C'est-à-dire, c'est un des livres du chemin de fer, c'est un texte qui s'appelle L'invention du désir, qui est écrit par Carol Zalberg, et les dessins sont faits par Frédéric Poincelet. C'est un de nos best-sellers, c'est un livre qu'on a très très bien vendu, mais alors que je trouve que le choix de Frédéric Poincelet par rapport au texte de Carol Zalberg, c'était vraiment une excellente idée qu'avait eu Renaud. Carol Zalberg a détesté les images. Il y a énormément de lecteurs qui ont soit adoré les images, soit adoré le texte, mais jamais les deux ensemble. Et c'est très très étonnant en fait, parce que pour moi, c'est exactement ça. C'est un texte qui s'appelle L'invention du désir, qui parle du désir, qui est par essence une chose qu'on ne peut pas représenter, puisque le désir il n'existe pas. Enfin, c'est quelque chose qui est de l'ordre de... Il n'est pas concrétisé. S'il est concrétisé, ce n'est plus du désir. Oui. Et l'idée de Renaud était de dire, bon, ben, on a un point de vue très, très féminin du désir dans le texte de Carol Zalberg, donc on va demander un point de vue très masculin à Frédéric Poincelet. Et ben, c'est peut-être un peu comme dans la vie, ceci dit, mais on a l'impression que ces deux points de vue ne parviennent pas à se C'est rencontrer. très très genré. Alors que Frédéric Poincelet, dans ses dessins, ce qu'il a fait, c'est qu'il a imaginé à chaque fois une femme lambda, on va dire, pas particulièrement belle, pas particulièrement... Et ensuite, il a fait des dessins érotiques qui correspondaient à cette vision fantasmée de ces femmes, en fait. Et je ne sais pas, enfin, ça n'a pas du tout... ça a fonctionné, puisque le livre a très bien marché, mais alors ça a été toujours d'une polémique incroyable. Quoi. C'est toujours. On a fait des rencontres, et je me souviens... Non, c'était à Nyon, c'était pas à Fort-Calquier. On avait fait une rencontre où on s'en était pris plein la figure par des lecteurs qui avaient lu le texte et qui nous avaient dit que c'était scandaleux d'avoir mis ces images sur le... C'est surtout aussi une des rares fois où les gens, il y a eu ce rapport, parce qu'en général, les gens, on n'aime pas, on dit, les images me gênent dans le texte parce qu'elles entravent ma lecture, c'est en général ça, ou ça m'intéresse parce que justement, ça m'ouvre vers autre chose. Il y a ces deux positions. Mais en même temps, on n'en parle pas souvent, en général, les gens en parlent très très peu, ne comprennent pas, ça dépend. Les gens qui sont vraiment dans la littérature lisent le texte, les gens qui sont dans l'art achètent les images, mais c'est vrai qu'on n'arrive jamais à avoir un rapport. Il n'y a jamais de vraie polémique ou de vraie position. Et sur ce texte-là, en effet, il y en a eu systématiquement et tout le monde a son avis sur la chose parce que ça fait de l'électricité. Et finalement, c'est pas mal. Oui. Alors en 2005, quand vous créez la maison d'édition, vous ouvrez le catalogue avec 3 auteurs connus, 4 auteurs, Henri Bochot, Annie Saumon, Pierre Autin-Grenier et Arnaud Catherine. Catherine. Et Arnaud Catherine, c'est vrai. Un petit jeune quand Ouais. même. Quand même pas idée, Le seul qui est encore vivant. Donc avec cette cohérence, des voix plutôt connues pour ces 4 auteurs. Et depuis, beaucoup de choses ont changé en fait. Oui, beaucoup de choses ont Voilà. changé. Dans le projet éditorial, dans les formes, des collections se sont créées. Alors peut-être avant de parler des collections et du nom des collections, le nom de la maison. Ah oui, parce que c'est toujours une question. Parce que Chemin de c'est- fer, alors c'est oui, chemin de fer, c'est juste, on faisait des livres comme ça pour s'amuser déjà avant de faire la maison. Et on avait écrit, j'avais dit à François, il faut faire un chemin de fer. Et voilà. chemin de fer étant la mise en presse, la mise en
regard vis-à-vis, du texte. en regard, et on a dit il est joli ce mot-là, et voilà, et on l'a gardé tout le temps. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Chemin de fer, on trouvait que c'était une jolie image, un chemin. Oui, c'est exactement ça. Le chemin de fer était une belle image poétique. C'est bien qu'on fait des choses comme ça sans réfléchir, parce que les gens vont croire que... Moi, j'aime bien pas réfléchir. Et donc, Voilà. depuis, le chemin de fer Depuis, est le chemin de fer est plusieurs resté. collections. Ouais, et du coup, on a plein de Alors, collections qui déclinent le nom, enfin, pas le nom, mais la première collection qu'on a créée s'appelait Voiture 547, donc voiture. Après, il y a eu la collection Cheval Vapeur, la collection Micheline, et la collection, la dernière, c'est Les Pas il n'est pas Perdus. perdu. Voilà. Mais La métaphore je des ne gars. voudrais pas qu'on en On a- fasse on a- 50, parce que je pense On pas a qu'on aussi arriverait fait, on a à... fait juste une collection de poches qui s'appelait La Petite Ceinture. Ouais, mais il y a eu pas de livre. Il n'y a pas de livre. Il y a eu juste un livre qu'on avait fait. C'est déjà le nom. Voilà. Voilà. Pour le jour où. Donc, Donc, veux en peut-être vous qu'on parle- éloignant Donc, c'est- peut-être de la nouvelle, de la oui, forme voilà. Donc la courte. première collection, la collection de base, ainsi que la collection Voiture 547. Donc on a commencé, comme tu l'as dit, en travaillant vraiment, parce qu'on s'est dit, on vient de rien, on n'est pas connu. On avait rencontré quand même 2-3 libraires. On avait des goûts de lecteurs, mais on connaissait pas on n'avait pas de texte à promouvoir. Donc on a dans un premier temps proposé à des gens qu'on aimait bien, dont on aimait bien l'œuvre, d'écrire pour nous avec cette proposition-là de faire un texte illustré. Donc ça a été les 4 que tu as cités, puis après d'autres que François cite. Mais pendant les 2 ou 3 premières années, on n'a fait que ça, des invitations, en disant, avec quand même le fait de s'appuyer quand même, puisque sur des notoriétés déjà connues, afin d'être reconnu par les libraires, parce qu'on fait notre propre distribution. Voilà. Et puis après, on a reçu des textes, un jour on a reçu des textes dont on s'est dit, enfin petit à petit on a reçu plein de manuscrits, puis un jour un texte de Nathalie Constant en l'occurrence, où on s'est dit celui-là on ne peut pas ne pas le publier, c'est vraiment trop bien. Et de toute façon, on est assez fort maintenant au bout de 4 ans pour le porter et pour le proposer. Et les libraires nous suivront, et ça a marché en l'occurrence. Et à partir de là, du coup, on a fait une autre collection qui s'appelle Voiture 547, c'est ça? Il est fâché avec les chiens. Et pour les jeunes auteurs, c'était juste la seule différence, c'est qu'il était imprimé en 2 couleurs, histoire de popote, et qu'il était un peu moins cher. Donc il ait plus de chances d'être Découvert. accessible. Voilà, donc les jeunes auteurs, dans un premier temps, étaient dans une collection moins chère et en 2 couleurs. Et sur format, en l'occurrence, qui était un peu plus grand. Et voilà, on a continué pendant longtemps avec ces 2 seules collections, en intégrant très rapidement aussi d'autres textes qui étaient des textes de réédition. On a commencé avec Violette Leduc, avec Klaus Mann, avec Stig Dagerman, textes du domaine, pas du domaine public, déjà publiés des rats, voilà, des morts, des textes de gens morts, voilà, qu'on avait. Et on a continué pendant très longtemps avec ces 3 seules sources de textes, en fait, on va dire, mais au sein que de 2 collections. Toujours illustré. Toujours illustrées. Et puis, je laisse parler François. Et puis, il y a eu la collection Micheline, qui est une collection qu'on a créée en 2013, je crois. Et alors, qui est une collection qui est vraiment dédiée à des textes du patrimoine du XXe siècle, essentiellement. Enfin, peut-être que ça évoluera, mais pour le moment, c'est ça. Et qu'on a créé parce qu'on a publié, donc en fait, on avait publié dans la collection illustrée des textes de Béatrice Beck, je ne vais pas vous parler aujourd'hui, je pense, de Béatrice Beck, parce que si je commence à en parler, c'est très long, mais c'est une autrice que j'aime vraiment énormément, et on a eu l'occasion, en fait, elle était décédée depuis quelques années, on a eu l'occasion d'accéder à toutes ses archives et à tous ses inédits, et donc il fallait créer, pour publier ces inédits, une collection, et c'est comme ça qu'est née cette collection Micheline, qui a la particularité d'être imprimée sur du papier bleu. Voilà. Profitez, par exemple, le Giono, vous l'avez sur papier bleu, mais les réimpressions sont sur papier blanc, et donc ce sont les derniers exemplaires bleus, puisque la réimpression arrive la semaine prochaine, parce que si vous le voulez sur papier bleu, mais après il y a des gens qui préfèrent sur papier blanc. Et donc c'est une collection où il y a toujours de l'image, mais souvent c'est beaucoup plus des documents d'archives. Il y a des cahiers photos, comme le Claude Simon, par exemple, et le premier Claude Simon qu'on a fait sont avec des cahiers photos, mais des pages de manuscrits, et souvent des postfaces qui sont
faites par des spécialistes, des universitaires, même si ce n'est pas le cas du Giono, mais on en reparlera. Disons qu'il y a toujours une interaction texte-image, mais qu'elle est soit plus édifiante, là en l'occurrence carrément, puisque c'est des documents de paratexte sur le texte, ou alors décorative. Il n'y a pas vraiment de travail d'artiste. Et c'est une collection qui prend de plus en plus de place, en tout cas qui, je pense, a permis au chemin de fer d'avoir une notoriété quand même plus importante, parce qu'il y a eu des textes, on a publié 2 textes inédits de Claude Simon, il y a eu des nouvelles inédites qui n'avaient jamais été traduites en français de Catherine Mansfield, il y a eu ce texte Renata, ce roman qui était oublié et qui, depuis un an, devient vraiment le best-seller du chemin de fer. On est très très content. Il faut quand même préciser qu'à l'époque où il a été publié, en fin des années 60, il a été en lice pour le Goncourt. Oui. Et que là, il vient de recevoir le prix mémorable de la librairie initiale. Voilà, il a reçu un prix. Qui récompense chaque année un texte justement du patrimoine qui est mémorable, comme son nom l'indique. Et l'autre roman, puisque Catherine Guérard n'a écrit que 2 romans, qui est Ses Princes, qui est là-bas, est sélectionné. Alors ça nous a beaucoup étonné. Il est sélectionné pour un prix du premier roman. Donc on a reçu le truc, j'ai appelé en disant mais vous savez qu'elle est morte depuis 2010, et ils disent oui non mais bien sûr, mais on a tellement trouvé ça incroyable qu'on a fait une exception et qu'on a décidé de le mettre en lice pour ce prix du premier roman. On peut mettre n'importe quel contexte. Donc c'est grâce à vous, parce qu'elle a été complètement oubliée. Oui, Catherine Guérard, peut-être on peut en parler un tout petit peu, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très important en ce moment pour le chemin de fer. Donc c'est j'en parle, Renaud, mais c'est Renaud qui a découvert ce livre donc nous on est dans la Nièvre, et chez un bouquiniste, il avait été publié en 67 chez Gallimard, Renata n'importe quoi, et il l'a acheté, gardé, pas lu, et des choses qu'on achète sur le titre. Voilà, il l'a sorti de la pile des non-lus, et quand il l'a lu, il m'a dit non mais il faut que tu lises ce livre tout de suite, c'est incroyable. Et donc c'est un livre, un monologue d'une seule phrase sur 200 pages, d'une femme qui emploie une maison et qui du jour au lendemain décide de tout quitter parce qu'elle veut être libre, elle veut être une libre, et qui va errer pendant 3 jours et 3 nuits dans Paris, avec une conception tellement absolue de la liberté que c'est impossible, puisque elle ne peut pas aller à l'hôtel parce qu'on lui demande de payer d'avance, donc elle n'est pas libre. Tout ce qu'on lui demande de faire dans notre société lui semble absolument contraire à sa conception de la liberté, qui est de s'asseoir sur un banc et de regarder les oiseaux. C'est ça, sa conception de la liberté. Mais quand elle s'assoit sur un banc, on lui dit qu'elle ne peut pas s'asseoir. Et ce livre de Catherine Guérard, quand on a cherché à publier ce livre, on s'est rendu compte que plus personne ne savait qui elle était, si elle était vivante. Et quand on a demandé à Gallimard les droits de Renata n'importe quoi, ils nous ont dit écoutez, on veut bien vous céder les droits, mais ce que vous devez savoir, c'est que depuis les années 70, on n'a aucune nouvelle de Catherine Guérard. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, on ne sait pas. Elle est devenue libre. Voilà, elle est devenue libre, et il y avait une sorte de calque en fait de ce destin de personnage dans Renata, cette femme qui partait, qui abandonnait tout pour être libre, et qui finissait évidemment par s'éloigner de la société, et cette Catherine Guérard dont on n'avait plus aucune trace. Et ce qui est assez merveilleux, c'est que dès qu'on publie un livre, en revanche, dès qu'il a un peu de succès, et qu'il a un peu de succès, plein de gens nous ont contactés pour nous dire mais nous on a connu Catherine Guérard, et petit à petit on a reconstitué la vie de cette femme qui alors la première chose, c'était évidemment que le François à qui était dédié Renata était François Mitterrand, et qu'en fait elle avait eu une liaison comme beaucoup d'autres avec François Mitterrand, et petit à petit, comme ça, on a su qu'elle était morte en 2010, mais qu'effectivement, elle avait choisi elle-même de s'effacer, c'est-à-dire qu'elle est restée cloîtrée chez elle. Et donc, on a pu reconstituer petit à petit la vie de Catherine Guérard, mais jamais la question pourquoi, après 67 et Renata n'importe quoi, alors qu'elle est morte en 2010, elle n'a jamais rien publié.
on ne peut pas dire jamais rien écrit parce qu'on ne sait pas, mais elle n'a jamais rien publié. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle a écrit des centaines et des centaines de lettres, donc des lettres à François Mitterrand et des lettres à Paul Guimard, qui est l'auteur il est connu pour avoir écrit Les choses de la vie, pour ceux qui se souviennent du film, avec qui elle a eu aussi une liaison. Et là, on a toutes les lettres de Catherine Guérard à Paul Guimard, qui sont des lettres assez incroyables, justement. Et donc on peut imaginer que peut-être la correspondance a pris la place, mais c'est tout ce qu'on... Après, elle a quand même eu aussi une vie pendant quelques années, jusqu'à la fin des années 70. Elle a quand même aussi faisait partie d'un prix littéraire. Elle organisait un prix littéraire, mais à la fin des années 70, elle choisit de disparaître. Elle était critique musicale a priori, mais elle écrivait sous un faux nom, sous un pseudo, donc on ne sait pas exactement pour qui. Il y a des choses qu'on sait comme ça, mais... Et ce qui est assez magique, c'est de voir ce livre paraître en 2021 et reparaître comme si c'était quelque chose qui, aujourd'hui, rencontrait vraiment plein de questionnements, je pense, des lecteurs et des uns et des autres sur ce que c'est que comment vivre en société. Le problème de ce personnage qu'on va appeler Renata, c'est qu'en fait, c'est ce que je disais à Mario tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on lit, on se dit, mais elle a tellement raison, c'est-à-dire c'est ça qu'il faut faire, et en même temps c'est tellement impossible, c'est-à-dire elle n'y arrivera jamais, c'est-à-dire, et c'est un peu notre, le mien, mais je pense de beaucoup dans cette société, c'est tout ce qu'on sait qu'il faudrait faire, mais en même temps on est dans une vie où tout nous empêche de faire ce qu'on sait qu'il faudrait faire, et elle le fait, mais elle le fait, et elle est insupportable en fait, c'est-à-dire qu'on a envie parfois de la prendre et de la... elle est un peu pécasse, de toute façon, mais on n'a pas parlé. En fait, elle prend tout au premier degré. Donc la liberté, sa conception de la liberté est au premier degré, mais tout ce qu'on lui dit est au premier degré. C'est un absolu, mais c'est un absolu qui est vraiment mal placé, quoi. Et bon, mais juste pour finir sur Renata, parce que tu as bien dit... C'est Mario qui insiste. Oui, non, mais parce que tu as dit que c'était une seule phrase sur 200 pages, mais en fait, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est très lisible. Et notamment parce qu'elle met beaucoup de majuscules. Donc en fait, il n'y a pas de ponctuation vraiment, mais il n'y a pas de points. Mais la lecture est très facile et c'est une expérience de lecture assez incroyable. Ouais, c'est aussi pour ça que ça marche aujourd'hui, que ce texte a reçu c'est parce que c'est d'une modernité, d'une originalité qui est assez, qui peut rebuter certains, mais qui est quand même assez évidente et avec un côté expérimental comme ça dans l'écriture, dans le texte finalement, dans la trituration de la langue, mais qui est très accessible, néanmoins, très amusante. Et puisqu'on parle de la collection Micheline et de modernité, on va parler de Giono, on peut arriver à traverser Sensuel de l'astronomie de Jean Giono, que vous avez donc publié en fin d'année dernière, qui est un texte que Jean Giono avait écrit, en tout cas publié, en 1938, donc sous la forme de ce texte isolé, Traversée sensuelle de l'astronomie dans la Revue de Paris, et qui faisait l'objet, qui est dans la seconde partie de cet ouvrage, Le poids du ciel, publié lui aussi en 1938. Voilà, et donc vous avez fait le choix l'année dernière de l'isoler à nouveau, de le reprendre tel que publié dans la Revue de Paris. Racontez-nous en fait le parcours de... Alors vraiment ça c'est comme très souvent au chemin de fer, c'est vrai, c'est des choses qui se sont faites par ricochet. Parce que je vous ai parlé de Béatrice Beck tout à l'heure, et il se trouve que Béatrice Beck a été pendant, de la fin des années 50 au début des années 70, secrétaire de rédaction à la Revue de Paris, et que je me suis intéressé à la Revue de Paris parce que je savais qu'elle avait publié beaucoup de critiques aussi de livres dans la Revue de Paris, et c'est comme ça que je me suis mis à aller un peu dépouiller la Revue de Paris, et j'ai trouvé ce texte de Giono donc dans un numéro de 38, parce que je suis remonté quand même, je ne compte pas dans les recherches. Et ce texte, alors moi je connais Giono pour les romans que tout le monde a lus, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de Giono, et je me suis dit, bon, ce texte je ne le connais pas, mais j'ai cherché, j'ai tapé sur internet, Traversée sensuelle de l'astronomie, rien n'apparaissait, rien n'était sorti, à part paru dans la Revue de Paris
en 38, et je me souviens que quand parce qu'on est venu pendant 3 ans aux correspondances de Manosque, donc j'en avais parlé à Nathanaël, une des bibliothécaires qui travaille à Manosque, et il me disait ça me dit rien et il faudrait que je recherche, et puis bon voilà. Donc ce texte est resté dans un tiroir, et puis un jour je me suis dit non mais il faut quand même que je sache, et c'est comme ça que j'ai trouvé assez vite en fait que c'était paru ensuite dans Le Poids du ciel. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où l'idée de le publier est née. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, on peut pas demander les droits sur un texte, soit à un éditeur, soit à un ayant droit, sans avoir au moins montré qu'on s'était un peu renseigné, qu'on avait un peu cherché, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, moi je peux pas. Et donc, à partir du moment où je savais ce que c'était, tout à coup, j'ai lu Le Poids du ciel. Je me suis bien rendu compte que je trouvais que Traversée sensuelle de l'astronomie était beaucoup plus beau et intéressant que Le Poids du ciel lui-même, et que donc ça avait un sens peut-être de le sortir comme Giono l'avait fait, du Poids du ciel pour le redonner au lecteur. Et c'est comme ça que c'est né. Sachant que c'est Giono qui a choisi ce titre, c'est pas du tout nous, hein. C'était le titre qu'il avait donné au texte dans la revue de Paris, et sachant que dans Le Poids du ciel, il n'a pas du tout ce titre-là, il est vraiment le début de Traversée sensuelle de l'astronomie, c'est presque le milieu d'un paragraphe dans Le Poids du ciel, c'est-à-dire qu'il est vraiment intégré, lui, dans l'enchaînement total du Poids du ciel. Mais il y avait dans Le Poids du ciel, dans Traversée sensuelle de l'astronomie, ce que je n'ai pas du tout retrouvé dans Le Poids du ciel, c'est quelque chose dont vous en parliez, d'extrêmement moderne et visionnaire, alors que Le Poids du ciel m'a semblé, lui, beaucoup plus sur plein d'aspects, peut-être daté, justement. Et donc c'était, je pense, l'intérêt de le republier comme ça, et je pense que c'est pour ça que quand Gallimard a demandé à la fille de Jean Giono si elle était d'accord, elle a dit oui, je pense que c'est aussi pour ça, c'est parce que ça remettait ce texte à une belle place. Oui, disons, oui, ce texte fait œuvre, c'est sûr, et complètement indépendant, et dans le travelling qu'il propose, c'est vraiment un texte qui est assez passionnant sur justement la façon dont Giono, qu'on connaît en train de regarder la Terre, et aussi les gens évidemment, mais c'est surtout quand même la Terre et cette vision qu'il a de la nature en général qui sous-tend toute son œuvre, et là il s'échappe, il quitte la Terre, et je sais pas bien en parler, mais c'est vrai que c'est assez passionnant de voir que la vision qu'il peut avoir dans le monde travelling qu'il nous propose là-dedans, avec plusieurs niveaux, hein, il n'y a pas que ce travelling, il y a plein d'autres choses, et à la fois fort juste a priori d'un point de vue scientifique, ça on n'est pas trop à même de le juger, mais aussi assez visionnaire d'un point de vue du danger, de la fragilité de tout cet écosystème. C'est même plus un écosystème, de ce gros système, notre petitesse dans ce gros système, et il pointe vraiment la fragilité de la Terre là-dessus quand il revient sur Terre, et c'est assez passionnant, et tout ça avec des mots qui ne sont pas du tout des mots de scientifique. Bon, on l'entendra tout à l'heure, parce que c'est surtout les mots qui sont importants dans ce texte-là, et qui sont vraiment des mots de poète, et avec une chair qui est très très intéressante. C'est l'époque à peu près de Bataille dans la montagne de Giono, et c'est assez intéressant de voir comme Bataille de la montagne, c'est la Terre qui s'écroule sur l'homme, et que dans Traversée sensuelle de l'astronomie, c'est exactement le contraire. C'est comment s'éloigner de la Terre pour la voir de loin. Donc il y a vraiment ce côté beaucoup plus plein d'espoir, j'ai envie de dire, aussi dans Traversée sensuelle de l'astronomie, parce qu'il y a, à l'époque, Giono a encore l'espoir, en tout cas, que le lien de l'homme à la nature ne soit pas totalement détruit par le progrès. Et il l'a aussi, évidemment, dans Traversée sensuelle de l'astronomie, mais d'une manière déjà très différente, qui annonce le moment où il dira, bon, de toute façon, il faudra faire avec, mais ça va. C'est vrai qu'il y a un problème avec le progrès. C'est plus la peine de résister, il y a quand même ça. Mais c'est assez beau de voir Bataille dans la montagne, où la Terre s'écroule sur les hommes, et Traversée sensuelle de l'astronomie, où il imagine que nous, on s'éloigne pour voir la Terre de loin. Et c'est comme
Peut-être, Romuald, si tu aurais quelques mots en fait, justement sur ta lecture. Je trouvais très intéressant en fait, ce que tu nous en as dit, en fait, de la modernité aussi. Comme j'ai pu justement. dire, de toute façon, moi je ne suis pas du tout du milieu littéraire, donc je l'ai lu avec ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui est passionné par l'astronomie, et j'ai retrouvé effectivement tout le savoir astronomique, et effectivement, 1938, il décrit la Terre comme s'il est effectivement dans l'espace, à regarder la planète, puisqu'il parle effectivement des fleuves rouges, des choses comme ça, qui sont les images satellitaires qu'on peut voir aujourd'hui. Mais en 1938, les satellites n'existent pas. Et moi, c'est effectivement, voilà, quand on m'a proposé la lecture, au début, et finalement, j'ai lu très facilement. Voilà, très facilement, donc c'est effectivement, voilà, de quelqu'un qui est béotien dans la littérature, c'est un texte qui est très facile à lire et qui est pas désagréable. Voilà. Et qui est juste. Et qui est juste pour l'époque, parce que quand on prend quelques valeurs de distance, mais ça c'est des choses qui évoluent, c'est normal. Mais sinon, voilà, oui, c'est. Puis cet éloignement, ici qu'on voit l'univers à toutes ses échelles, depuis la Terre jusqu'aux profondeurs abyssales de l'univers. Mais tout dans le texte, cette chose qui a été, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est à un moment, Genot, il le dit, je sais pas, on l'entendra peut-être tout à l'heure, mais en fait, les scientifiques, ils peuvent découvrir encore plein de choses, mais à un moment, de toute façon, notre esprit pragmatique ne pourra pas les appréhender. Et il explique que voilà, la vitesse de la lumière, vous avez beau savoir ce que c'est, ce que ça représente, pour vous, ce sera toujours l'immobilité de toute façon, parce que notre cerveau est fait de telle façon qu'il ne percevra que de l'immobilité sur une chose qui va à une telle vitesse. Et je trouve que c'est assez beau aussi ce rapport à la science, où il dit qu'en fait, dans notre vie de tous les jours, la science peut aller aussi loin qu'elle veut. À un moment, ça nous dépassera toujours. On prouve que c'est vrai. Oui. Et même si on est des utilisateurs. Un petit mot peut-être sur l'accompagnement justement dans ce texte-là, par les dessins. Alors là, oui, on disait qu'on n'invitait pas de gens sur cette collection-là, mais là, en l'occurrence, on a proposé un artiste qui s'appelle Paul Mignard, et qui travaille vraiment d'une manière assez ésotérique en général sur le ciel. Il a vraiment un truc qui est plutôt... oui, il a un travail qui est assez ésotérique, on va dire, où il a... Les cosmogonies. Ouais, l'astrologie aussi. Il intègre en fait beaucoup de choses sur le ciel comme ça. Donc là, il a travaillé... voilà, il a fait des œuvres qui sont des œuvres en couleur à l'origine, donc en sachant qu'elles allaient être représentées en noir et blanc, et qui sont des œuvres de... il y a des citations. La couverture est une citation, j'ai oublié le nom d'un dessin d'un observateur du XVIIe siècle, je ne sais plus qui c'est au juste. J'aurais dû noter avant de venir, parce que ça aurait été bien quand même de donner la truc. Mais bon, On cherchera. voilà, on cherchera. Et puis après, il y a des choses justement sur les Bach, concerté de Bach, parce qu'il en parle sur la musique. Et il y a voilà, c'est plutôt des choses qui sont plutôt des références à d'autres, à la réflexion sur la visualisation du siècle au cours du visualisation de l'espace au cours des siècles. Voilà. Parce qu'à un moment, Genot, il y a un passage très beau où il compare le scientifique, justement, pas le scientifique, mais la science, en fait, qui, en gros, c'est toute chose, c'est un noyau, et je ne sais pas ce qu'il y a autour, je ne sais plus. Et il dit, mais c'est comme un musicien, il n'a que tant de notes, et après, vous prenez Bach, vous prenez Mozart, vous prenez avec les mêmes notes, ils arrivent à créer des choses aussi différentes et aussi incroyables. Et la nature, finalement, c'est la même chose, c'est-à-dire elle a 4 notes à la base, et avec ces 4 notes, on remet tout dans un autre ordre, et ça crée des choses aussi incroyables et infinies. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Ça introduit Merci parfaitement bien la lecture qui va suivre, et dans laquelle vous allez pouvoir entendre cette langue sensuelle de Giono. Oui, c'est fini. On aura au Regarde, cours voilà, du tu vois, repas, c'est peut-être que vous avez des questions, des choses, et on prendra ce temps-là au cours du repas qu'on partagera tout à l'heure. Merci. Merci.